Ce soir pour l'avant-dernière conférence du cycle donc sur la transmission. Voilà, et d'accueillir donc Olivier Hertschild, voilà, d'accueillir en tant que voisin déjà parce que Olivier donc est maître de conférence à l'université de Nantes et enseigne à l'IUT donc juste en face, c'est notre voisin. Il n'était jamais venu aux universités populaires donc vraiment nous sommes très contents. Nous sommes d'autant plus contents que Olivier en fait est coutumier des citations à la grande matinale de France Inter, n'est-ce pas? La matinale la plus écoutée de France. Donc là, nous sommes extrêmement flattés. Nous avons une star parmi nous. Donc on est un peu plus émus que d'habitude. Et donc pour traiter la question suivante, existe-t-il une éducation aux réseaux sociaux? Voilà. Donc Olivier est donc maître de conférence, je l'ai dit, en information et communication. Donc on est tout à fait dans à la fois notre thème et son milieu. Voilà, donc je te laisse la parole et je te remercie encore. Par ailleurs, Olivier est venu avec certains ouvrages, si vous voulez ensuite prolonger la réflexion. Où sont ces ouvrages? Ils sont cachés. Ah, ils sont cachés. Je peux peut-être quand même... il est pudique, Olivier. Donc, Le Monde, selon Zuckerberg, notamment. C'est qui? On va vous dire qui c'est, monsieur. Je vais vous le présenter. On va vous le présenter. Il n'y a pas que celui-ci. Si. Ah voilà, donc pour l'essentiel. Le dernier, son dernier ouvrage. Je vous invite à découvrir. Voilà. Bien. Bonsoir tout le monde. Merci à Nadia et aux universités populaires de m'avoir convié ce soir, effectivement. Alors c'est un thème qui est très large. Donc plus en général, plus les thématiques sont larges et plus les questions sont précises. Donc je vais essayer de faire une intervention la moins longue possible au regard de ce que j'ai à vous raconter de possiblement intéressant. Puis on va surtout essayer après de laisser la place aux échanges, parce que je crois deviner aussi à la sociologie du public qu'il est possible qu'il n'y ait pas nécessairement les mêmes enjeux ou les mêmes questions pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, sur la question de savoir s'il existe une éducation aux réseaux sociaux, l'une des premières choses à faire, c'est de se mettre d'accord sur ce que l'on appelle précisément un réseau social, pour savoir de quoi on parle. Et puis, effectivement, de voir à partir de là quelles sont les stratégies éducatives qu'on peut mettre en place. Alors, je vous ai mis une définition qui vaut ce qu'elle vaut de ce qu'est un réseau social. C'est un site web avec des profils d'utilisateurs, des commentaires. On peut laisser des petites appréciations sur chaque profil. Et la totalité de ces profils reliés les uns aux autres sont traversables. On peut passer de l'un à l'autre. C'est le principe des amis de mes amis qui sont possiblement mes amis. Et puis, pendant très longtemps, y compris d'ailleurs aujourd'hui, on fait souvent alors c'est pas une confusion, mais par extension, quand on parle en fait de réseau social, ce qu'on veut désigner, c'est ce qu'on appelle plutôt un média social. C'est-à-dire que tous les sites aujourd'hui sur lesquels on navigue et on passe du temps, Facebook, Twitter, etc., sont moins des sites de mise en relation entre les gens que des sites sur lesquels on va proposer aux personnes qui sont présentes un certain nombre de contenus. Et du coup, c'est pas la même dynamique. Le réseau social, pour faire très simple, très archétypal, c'est par exemple LinkedIn, où là, c'est essentiellement de la mise en contact de CV professionnels. Et puis, donc, les médias sociaux, c'est un petit peu tout le reste. Alors, mettre en relation des gens, principe du réseau social, c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes problèmes que de mettre en relation des gens avec des contenus, puisque ça fait des années qu'on sait faire, et c'est ce que savent faire notamment, et ce qu'essayent de faire ce qu'on appelle les médias. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant, sur Internet et sur le web, on a basculé, c'est-à-dire, je vous ai mis ici là aussi une longue citation, mais après j'arrête avec les longues citations, d'un monsieur qui est un activiste, un théoricien, qui s'appelle Anil Dash, et qui dit « La différence entre des individus qui choisissent les contenus qu'ils lisent, ce qui a été le cas de la plupart des médias pendant un certain nombre d'années, de décennies, voire de siècles, et des entreprises, ce qui est le cas aujourd'hui, qui choisissent ces contenus à la place des individus pour leur en proposer la lecture ou la consultation, eh ben ça change et ça affecte aujourd'hui toutes les formes de médias qui sont disponibles, les médias web, mais également les autres médias plus classiques. Et du coup,
une des raisons qui fait que c'est compliqué de répondre simplement à la question s'il existe une éducation aux médias sociaux, c'est parce que, effectivement, en une génération, en 25 ans, je vous ai mis quelques repères de date, l'invention du web, on date ça c'est 1989 officiellement, mais le web grand public, on a l'habitude de le faire commencer à la naissance de Google en 1998, donc il y a 25 ans qui nous séparent de cette époque-là. Et en 25 ans, en une génération, on est passé d'espaces familiaux, relationnels, amicaux, dans lesquels il y avait très peu de contenu informationnel, à des espaces, les mêmes, qui sont des espaces privés, mais qui sont totalement saturés d'informations de toutes sortes, qui arrivent par toutes sortes de canaux, et qui touchent à tout type de contenu et de médias. Donc on va plutôt parler du coup d'éduquer aux médias sociaux, vous l'aurez compris, plutôt que simplement aux réseaux sociaux. Alors là aussi, pour démarrer, ou en forme de mise en bouche, il y a un bouquin d'une dame qui s'appelle Dana Boyd, qui s'appelle C'est compliqué, et Dana Boyd, c'est une sociologue, qui est une de celles qui, à mon avis, en tout cas, produit les discours les plus pertinents et les plus intéressants sur le rapport au numérique qu'entretiennent notamment les jeunes générations, et qui, dans ses bouquins, celui-ci a été traduit en français il y a quelques années, déconstruit toute la mythologie souvent médiatique du danger, de la crise ou de la déliquescence de la jeunesse qui serait connectée en permanence à ces outils-là. Et elle explique de manière très simple, alors elle est une sociologue, donc elle n'explique pas ça sans partir d'enquêtes de terrain très fouillées avec différents types de publics, adolescents et jeunes adultes. Et elle dit les adolescents adoptent les médias sociaux pour les mêmes raisons que les générations précédentes, aller dans les booms, se rassembler dans les parkings, occuper des escaliers, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent tout simplement recréer des formes d'entre-soi, bavarder, flirter, se plaindre, comparer leurs notes, partager des passions, être émus, plaisanter. Ils veulent être en mesure de parler entre eux, même si cela signifie aller en ligne. Voilà. Alors, puisque la question c'est celle de l'éducation, petit exercice théorique, on va essayer d'imaginer, de se représenter les médias sociaux comme si c'était une classe, ce qui implique de poser plusieurs questions. D'abord, le nombre d'élèves par classe. Alors, si on regarde le nombre d'élèves par classe, la population des réseaux sociaux, en termes de volume d'utilisateurs, on est sur des chiffres qui sont assez illisibles ici, mais en tout cas assez colossaux surtout, puisque sur Facebook, on estime qu'il y a 2,9 milliards d'utilisateurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 2,9 milliards de personnes qui interagissent tous les jours, mais ça veut dire que sur un mois, on considère qu'il y a 2,9 milliards de personnes qui ont publié, liké ou commenté quelque chose. Sur d'autres types de médias, Instagram, qui générationnellement est plus jeune, on est à 1,3 milliard. Messenger, une petite messagerie qu'on utilise, c'est un site qui appartient à Facebook aussi et qui est 1,3 milliard d'utilisateurs. Donc on est sur des environnements où il y a énormément de contenu et énormément de monde, ce qui suppose aussi que là aussi, quand il y a beaucoup de monde, on a besoin soit de règles très claires, soit de faire un pari sur la capacité des gens à se réguler dans leurs échanges. Alors une fois qu'on a vu le nombre d'élèves par classe, il faut regarder combien il y a de matière au programme. Donc là, je vous ai mis une petite copie sur une petite infographie qui sort chaque année. C'est ce qui se passe sur le web en une minute. Alors en une minute, l'année dernière, il y avait 1,4,5 de publications Facebook, 21 millions de messages textes envoyés. Hop là, ça a bougé ça. Il y avait 28 000 personnes qui regardaient Netflix toutes les minutes, 3,4 millions de snaps créés, etc., etc. Donc là aussi, on est sur une volumétrie, puis on est sur une variété de programmes qui sont absolument colossaux. Parce que sur chacun de ces sites-là, sur chacun de ces médias sociaux, dans chacun de ces environnements, on n'a pas les mêmes types de publics, on n'a pas les mêmes types d'usages, on n'a pas les mêmes types de médias, certains sites qui sont plus vidéos, images, textes, etc. Et on n'a pas du tout non plus les mêmes types d'interactions, d'attentes et de formes de régulation. Et puis, quand on raisonne en termes d'éducation, souvent, avant de mettre en place quelque chose, une éducation aux réseaux sociaux, on attend les instructions officielles, on attend qu'on nous donne le feu vert pour le faire. Alors là, je vous ai mis... Je me suis permis un petit retour en arrière, un petit peu taquin, mais pas tant que ça. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en France
Alors il y a toujours des exceptions, bien sûr, hein. Mais en termes d'éducation à l'image, si je reste sur l'image photographique, 2 siècles après l'invention de la photographie, il y a très peu de choses. Alors il y a bien sûr quelques enseignants qui font un boulot remarquable là-dessus, mais dans les instructions officielles, l'éducation à l'image, hein, je vous ai mis dessous des extraits d'articles que vous pourrez retrouver, je laisserai le diaporama, mais qui disent qu'on est assez loin finalement de ce qui pourrait être fait. L'éducation au cinéma, l'invention du cinéma 1885, première fois qu'on a la création d'une option cinéma au lycée, c'est dans les années 80, donc c'est 1 siècle après, ce qui est quand même pas si rapide que ça. Et puis ça va effectivement démarrer, alors là aussi on peut toujours faire mieux bien sûr, mais en tout cas à partir et notamment de la fin des années 80, on a de plus en plus de dispositifs qui actent le fait que cet espace-là fait partie aussi, ou en tout cas relève d'un certain nombre d'enjeux éducatifs. Et pour le web, pour le numérique, je ne sais pas trop, c'est un petit peu différent, mais ça va plus vite, mais il a quand même fallu attendre 30 ans pour qu'on commence à s'interroger sur la pertinence de faire de l'éducation au numérique un enjeu dans les programmes scolaires, et notamment au lycée, où c'est arrivé à l'occasion de la réforme de Jean-Michel Blanquer, qui a mis en place donc une option, alors qui a plein de défauts, mais qui en tout cas marque le fait que c'est devenu le sujet d'un enseignement qui n'est pas uniquement l'enseignement du code informatique, on y reviendra plus tard, mais où on va aussi apprendre aux lycéens et aux lycéennes que c'est un enjeu culturel et qu'il y a des textes fondateurs, qu'il y a une histoire particulière du numérique. Mais, c'est la question que je mettais à la fin, est-ce que cet enseignement du numérique au lycée ou ailleurs d'ailleurs, à l'université aussi, est-ce qu'on est en capacité de bien le mettre en place dans la mesure où le numérique aujourd'hui repose essentiellement sur des contenus vidéo et sur des images, et où l'enseignement du décryptage, de l'analyse et de la production de contenus vidéo ou d'images est encore un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, défaillant à l'échelle de l'institution scolaire. Et puis donc si on acte le fait qu'il faut éduquer au numérique, il faut s'entendre sur ce qu'on met derrière cette éducation. Donc ça je vous l'ai déjà dit. Alors pendant des années, c'est toujours le cas d'ailleurs, il y a toujours ce vieux débat, est-ce qu'il faut apprendre à coder ? Alors il y en a qui proposent d'apprendre à coder dès la maternelle, dès l'école primaire, alors pas forcément en rédigeant des programmes compliqués, mais avec des petits outils logiciels qui sont d'ailleurs pas tout à fait, qui sont assez intéressants. Et pendant des années, on a fait de cet apprentissage du code un présupposé. On a dit, pour apprendre le numérique, il faut savoir coder. De la même manière que pour apprendre à lire, il faut savoir connaître l'alphabet. Sauf que on a oublié que le code informatique, heureusement, si j'ose dire, il est invisible. Et que quand vous ouvrez un bouquin, effectivement, si vous ne maîtrisez pas l'alphabet, vous êtes un petit peu embêté. Alors que quand vous ouvrez un contenu numérique, vous n'avez pas besoin de voir le code informatique qui est derrière. Et c'est même mieux si vous ne le voyez pas, parce que quand vous commencez à le voir, c'est qu'en général, il y a un petit souci. Donc tout ça pour dire, mais là aussi je l'ai déjà dit, que l'apprentissage, l'éducation, l'enseignement du numérique, il doit d'abord passer par l'histoire de ce média, et puis les comportements que ça génère, les usages collectifs, et puis ensuite quelques textes et repères importants, et puis après on voit si ça vaut le coup d'apprendre le code pour celles et ceux qui sont intéressés. Alors l'autre problème souvent qui est mobilisé dans l'espace du débat public quand on parle d'éducation au numérique, c'est très vite le conflit ou les frottements que le numérique produit dans des espaces d'enseignement, c'est-à-dire les élèves, les lycéens, les étudiants ou les gens qui, dans des conférences ou dans des séances, quelles qu'elles soient, débarquent avec des appareillages numériques et passent leur temps à regarder ce qui se passe derrière leur écran plutôt que d'écouter le monsieur ou la dame qui essaye de causer en face d'eux. Donc là aussi, il ne s'agit pas de vouloir mettre du numérique partout, de faire un présupposé moderniste en disant puisqu'on est moderne, il faut que tout le monde débarque avec son ordinateur portable ou ça, ce que vous voulez. Il s'agit de dire on va continuer à faire un métier qui est celui d'enseigner un certain nombre de sujets et on va le faire avec cette périphérie qui nous accompagne et qui est qu'il y a un existant qui est un existant numérique de la même manière qu'avant. Il y avait un existant qui est un existant radiophonique, télévisuel, etc. Et bizarrement, alors pas si bizarrement que ça, mais quand des nouveaux médias apparaissent, personne, je vous ai mis pour personne n'est jamais venu en classe avec sa télé, il n'y a jamais eu de débat
sur l'introduction de la télévision en classe, parce que précisément, c'était un espace qui était encore protégé. Aujourd'hui, chacun peut venir en classe ou au lycée, à la fac, avec son ordinateur, son téléphone portable, et du coup, ça crée un certain nombre de frictions. Et ces frictions, elles sont problématiques, parce qu'effectivement, dans le cadre d'une communication, quelle qu'elle soit, pour enseigner ou pas pour enseigner, on a d'abord besoin d'installer un pacte attentionnel. C'est-à-dire qu'on a le droit de trouver que le monsieur qui parle ou la dame est chiante, lui-même a le droit de ne pas être en forme, vous avez le droit d'être agité, dissipé, etc., ou d'avoir des soucis, ou d'avoir une attention flottante, mais il faut qu'il y ait un minimum de ce pacte attentionnel, il faut qu'il soit gérable. Et quand on introduit massivement des objets numériques sur un temps qui est un temps de cours, de transmission, on a nécessairement des parasites, pas parce que les gens sont méchants, ou pas parce que le numérique est mauvais en soi, mais parce que ça trouble un système qui est un système de communication directe, tout simplement. Donc il faut bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir de posture en disant il faut interdire le portable, les ordinateurs ou que sais-je, ou le numérique en cours. Il y a simplement des cours qui se prêtent à l'utilisation d'objets numériques et d'autres, pas du tout. Et puis, derrière le numérique, l'idée, en fait, en tout cas, l'idée qui me semble importante, c'est qu'il y a des outils, on en a parlé, mais ces outils, personne ne peut dire aujourd'hui si Facebook, Instagram, Twitter seront encore là dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Je pourrais vous citer là ce soir tout un tas de sites qui, il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, à l'échelle du web, on avait l'impression que jamais on pourrait faire mieux, que jamais ça disparaîtrait tellement il y avait de monde et tellement c'était super. Le fait est qu'aujourd'hui, ils ont tous disparu, de MySpace à tout un tas d'autres. Donc peut-être que demain, tous ces sites-là s'effaceront, c'est probable pour un certain nombre d'entre eux. Et du coup, quand ces sites s'effacent, quand ces environnements numériques s'effacent, ce qui reste en fait à maîtriser, ce qui est important, le point commun de tous, c'est de maîtriser la manière dont on va publier des choses. L'apprentissage du numérique, c'est d'abord l'apprentissage de la publication au sens de rendu public. La particularité de ce média-là, c'est que tout ce que vous dites, quel que soit le site, l'environnement, le média sur lequel vous le dites, a une capacité à être rendu public. Il ne l'est pas systématiquement, mais il peut le devenir d'une manière ou d'une autre. Ça va toujours ? N'hésitez pas à m'interrompre, hein, si vous avez des questions. Aussi, je suis trop long. Alors, là aussi, j'essaie de faire un petit inventaire un petit peu à l'après-vert des problématiques autour de cette éducation aux médias sociaux. Quand on est sur les médias sociaux, l'autre difficulté, c'est qu'on ne sait jamais si on est complètement dans des espaces publics ou complètement dans des relations privées. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un entre-deux et que la question des espaces privés que souvent on assigne ou on présente dans les médias comme « oh là là, les jeunes, ils font n'importe quoi », en fait, quand on observe sociologiquement les pratiques des jeunes générations, on va dire entre 13-14 ans et 18-20 ans, c'est plutôt de ce côté-là, tout va bien. C'est-à-dire que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont l'habitude de compartimenter. Ça ne veut pas dire que chacun a le droit à l'erreur et de faire des bêtises, mais en général, la question de la dissociation entre ce qui doit être public, ce qui peut être privé, ce qui doit rester privé, elle est plutôt bien gérée. À l'inverse, c'est plutôt chez nous, du côté des boomers, des gens un petit peu plus âgés, que souvent, ces glissements, ces glissades, le fait de mettre un truc qu'on pensait adresser à sa famille et ses amis et qui se retrouve dans un espace public, c'est plutôt là que vient le problème. Et puis, donc, le numérique, c'est un média où quoi qu'on fasse, en fait, chaque fois qu'on s'exprime, chaque fois qu'on interagit, quand on met un like, quand on partage quelque chose, on rend public ce partage ou cette interaction. Et du coup, comme dans les autres médias, l'équilibre ou la répartition se faisait de la manière suivante. Dans tous les médias, il y a très peu de gens qui produisent du contenu. Et il y a énormément de gens, plus ou moins de gens, qui simplement consomment ce contenu-là. Vous avez beaucoup plus de gens qui regardent la télévision que de gens qui font des émissions de télévision. Vous avez beaucoup plus de gens, heureusement, qui lisent les journaux que de gens qui écrivent des articles de journaux. Avec le numérique, cet équilibre-là, il vacille en partie. Alors, il ne vacille pas totalement, parce que quand on regarde sur YouTube, TikTok, Instagram ou ailleurs, là aussi, il y a très peu, finalement, de créateurs de contenu au regard de l'immensité des audiences que ça peut toucher. Mais la différence, c'est que, je vous l'ai dit, chaque interaction, chaque micro-tâche qu'on va effectuer
nous place dans une situation de publier quelque chose. Et donc modifie structurellement aussi le rapport qu'on entretient avec ces médias-là. Ça, je passe, on en reviendra plus tard. Alors, chapitre 2, il n'y en aura pas 36 000, hein, rassurez-vous, on va rester... pourquoi est-ce que cette question de l'éducation aux médias, oui, d'ailleurs, aux médias sociaux nous semble si compliquée? Je continue mon petit inventaire, parce que d'abord il y a, et ça c'est une vraie rupture copernicienne à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a 4 changements fondamentaux dans nos manières de communiquer qui sont amenés par le numérique et les médias sociaux. Et ces 4 ruptures, ces 4 changements, ils vont bouleverser tout un tas de choses. Le premier changement, c'est ce qu'on appelle les audiences invisibles. Avec le numérique, c'est la première fois où on parle à des gens qui ne sont pas là. Ou plus exactement, où on s'adresse à des gens sans savoir s'ils sont là au moment de l'énonciation. Ce qui produit tout un tas d'effets, de discours détournés, déformés, etc., de réception de discours où les gens vont prendre connaissance, ça peut être vos amis ou ça peut être qui vous voulez, vont prendre connaissance d'un fait, d'un discours, mais vont en prendre connaissance non pas au moment de l'énonciation, avec le contexte de cette énonciation, mais 10 minutes après, 2 jours plus tard, voire 6 mois ou 2 ans plus tard, quand on voit ressortir des vieux dossiers. Il y a tout un tas d'émissions qui se sont fait une spécialité de ça. Et du coup, le fait de s'adresser à des foules qu'on imagine toujours immenses, parce qu'en général, quand on parle dans un espace numérique, on a toujours envie de toucher le maximum de gens possible, notamment dans les périodes, là on sort d'une période électorale où souvent, beaucoup de gens s'expriment sur leur réseau social préféré pour essayer de convaincre des amis, de déployer des argumentaires, etc. Et donc on a toujours l'impression et l'envie de toucher plein de gens. Et en fait, on s'aperçoit qu'on touche bien sûr très peu de gens et surtout que souvent les gens, même son premier cercle relationnel qu'on espérait toucher avec une publication Facebook, eh ben, la plupart du temps, 8 sur 10 de vos amis ne verront pas cette publication parce qu'elle est noyée au milieu de tout un tas d'autres considérations. Donc ça modifie aussi structurellement les choses. Le deuxième critère, c'est celui de la persistance. C'est-à-dire que là aussi, quand vous dites quelque chose, vous ne maîtrisez pas la temporalité pendant laquelle ça va rester disponible. Ça peut s'effacer, ça peut ressurgir, ça peut réapparaître quelques jours, quelques mois, quelques années après. Et les réseaux sociaux, les médias sociaux ont intérêt à jouer sur ce flou de la temporalité de ce que vous publiez. Et souvent, ils ramènent, on voit ressurgir souvent des vieux articles de presse. Tous les 2-3 ans, par exemple, il y a l'article sur la mort d'Albert Jacquard qui ressort sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Sauf que quand il ressort, la date est masquée. Et donc, tous les 2-3 ans, on a l'impression qu'Albert Jacquard est remort. Et on se dit, alors soit on se souvient qu'il était mort, soit on ne s'en souvient pas. Et régulièrement, on assiste à des discussions surréalistes où on voit ses amis qui discutent, t'as vu, il est décédé, c'est terrible, quel grand homme, etc. Et puis après, on dit, mais en fait, il était déjà mort il y a 3 ans. Voilà, donc la persistance, là, alors le terme français n'est pas très joli, puis c'est la trouvabilité, ou la capacité en tout cas à être recherché et retrouvé. Alors ça aussi, c'est complètement nouveau, parce que dans toutes les interactions à l'échelle de l'histoire de l'humanité depuis Homo sapiens, c'est bien avant, cette capacité à être retrouvée en permanence, elle n'avait jamais été activée. Et aujourd'hui, de fait, quel que soit votre statut social, votre évolution, votre positionnement, il y a toujours des gens, des outils qui permettent de vous retrouver à tel ou tel endroit par différents systèmes de géolocalisation notamment. Et ce qui fait que ça aussi, ces 4 notions-là, elles ont été notamment théorisées par la même Dana Boyd que je vous présentais tout à l'heure. Et elle, quand elle décrit la searchability, elle dit c'est l'angoisse parce que votre mère sait en permanence là où vous vous trouvez, ce que vous faites et avec qui vous êtes. En théorie, puisqu'aujourd'hui, et notamment les jeunes générations, ont bien sûr appris à compartimenter leurs relations et à faire en sorte que leur père ou leur mère ne puissent pas savoir en permanence où ils sont. Et le dernier point, la dernière clé, c'est la clé de reproductibilité. Donc ça aussi, ça bouleverse complètement nos manières de communiquer, puisque pour la première fois, à l'échelle de l'histoire de l'humanité et de la communication, alors, ce n'est pas la première fois qu'on peut reproduire des discours, heureusement, parce qu'on avait inventé l'imprimerie il y a quelques siècles auparavant, mais c'est la première fois que la reproductibilité de tout ce qui se dit en ligne est
quasi gratuite, instantanée et sans aucun coût cognitif. On n'a pas besoin de réfléchir quand on veut reproduire quelque chose. On sélectionne, clic droit, copier-coller, on le rebalance ailleurs. Donc c'est fluide et naturel, mais ça génère là aussi des choses problématiques, puisque tout discours peut être copié-collé, déplacé, et ainsi de suite. Et donc avec ces 4 points-là, on a déjà une idée de la manière dont tous nos repères communicationnels vacillent et de pourquoi à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau média social, eh bien, on a d'abord à maîtriser ces changements-là. Alors, je vous ai mis ici l'extrait d'un article de monsieur qui s'appelle Paul Baran, qui est un vieil article en 1964. Et c'est un article qu'on présente souvent quand on explique l'histoire d'Internet, des réseaux et de la communication, parce que vous avez ici les 3 états possibles d'un réseau de communication, qui peut être d'ailleurs un réseau médiatique, par exemple. Donc vous avez, c'était l'enjeu des travaux de Paul Baran, qui ont contribué ensuite à inventer ce média qu'on appelle Internet. À l'époque, l'essentiel des réseaux téléphoniques, notamment, étaient tous des réseaux centralisés. Il y avait un point central, et puis tout le monde venait se connecter au point central. Et du coup, quand le point central il sautait, plus personne ne pouvait communiquer. Donc Paul Baran, il dit qu'il faut qu'on arrive à évoluer vers des réseaux qui sont plutôt des réseaux décentralisés. Il n'y a pas un seul point central, il y en a plusieurs, et du coup, ça permet d'avoir des cheminements différents. Et il dit l'idéal, ce serait d'arriver à inventer des réseaux complètement distribués, c'est-à-dire où n'importe quel point, on peut passer de n'importe quel point à n'importe quel autre, mais en suivant des chemins différents, qu'il faut que s'il y a une ligne qui est coupée, s'il y a un point qui saute, on va toujours arriver à aller au bout de l'information. Et cette question de la centralisation des médias, quand un média est centralisé, c'est très facile de contrôler ce qui s'y dit. Plus un média est décentralisé, plus c'est compliqué de contrôler ce qui s'y dit. Donc quand le web arrive, on dit c'est super, on va avoir que des médias décentralisés. Et puis effectivement, plein de gens vont pouvoir créer leur site, s'exprimer dans leur coin et puis mettre des liens vers d'autres sites et personne ne pourra contrôler tout ça. Et quand aujourd'hui on fait une photographie de ce que sont les principaux écosystèmes utilisés sur le web, donc les grands médias sociaux, on s'aperçoit que ce sont des systèmes ultra centralisés. C'est-à-dire que tout passe par un serveur central, si j'ose dire, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, sur Facebook, on est plutôt sur la configuration d'un réseau complètement centralisé que sur un réseau distribué. Et donc, s'il est si compliqué de faire de l'éducation au numérique, c'est qu'effectivement, nous, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport aux médias classiques comme aux médias numériques, on ne sait jamais dans quel environnement on est en train d'évoluer. Quand on est sur Facebook ou sur un réseau social, a priori, on se dit on est dans un environnement qui est plutôt décentralisé, je peux échanger avec n'importe qui, partager ce que je veux, etc. Sauf qu'en fait, on est sur Facebook ou sur Instagram, c'est la même chose, sur un réseau social qui est très fortement centralisé, puisqu'il contrôle ce que vous pouvez publier, en tout cas il vous interdit de publier certaines choses, il contrôle les gens chez qui ce que vous publiez va s'afficher, c'est pas vous qui le décidez, c'est le réseau social qui le détermine, et il contrôle tout un tas d'autres paramètres. Et donc, et puis même chose quand on consomme des médias, télévisuels ou autres, selon la chaîne, selon le diffuseur, selon le milliardaire qui possède la chaîne, le journal ou l'ensemble de chaînes, on a à chaque fois des fausses impressions parfois du réseau dans lequel on navigue. Et du coup, c'est compliqué parce que, comme on ne sait pas dans quel environnement exact on interagit, on a des biais cognitifs et on a des impressions qui sont faussées et qui rajoutent à ces troubles de la communication que j'évoquais juste avant. Et puis, de plus en plus, on manque de repères, ou plus exactement, il y a 2 phénomènes qui se mettent en place et qui sont les suivants. Le premier phénomène, c'est que depuis une grosse dizaine d'années, en France en tout cas, on observe ce qu'on appelle une délinéarisation des médias classiques. Alors très simplement, c'est les podcasts, c'est la télévision, enfin la vidéo à la demande, la télé à la demande. Donc on n'a plus besoin, quand on veut regarder telle émission, tel doc, de se mettre à telle heure devant la télé, sinon on le rate. Donc ça, c'est délinéarisé, c'est très bien, et ça permet une consommation à la demande, à volonté, et c'est super. Et en même temps, depuis 10 ans, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, on est sur des modes de consommation de contenu des médias sociaux qui sont de plus en plus linéarisés. C'est-à-dire on a ces effets de défilement continu où les pages se chargent sans cesse et où du coup on a du mal à sortir pour faire autre chose parce qu'en permanence, on nous ramène à ces contenus qui se chargent mais qui sont peu ou prou
à peu près toujours les mêmes. Si vous démarrez avec des vidéos de chatons, au bout de 2 heures, vous êtes encore sur des vidéos de chatons. Si vous démarrez avec des vidéos angoissantes sur la guerre en Ukraine, au bout de 2 heures, vous êtes toujours à regarder des vidéos angoissantes sur la guerre en Ukraine, etc., etc. Je caricature, enfin, je grossis un petit peu le trait, mais l'essentiel, c'est ça. Et du coup, on a ces phénomènes de concurrence. Et quand on a le choix entre, effectivement, la possibilité de consommer des médias de manière asynchrone, quand on a le temps, quand on en a envie, quand on est dans les bonnes situations cognitives, et puis de l'autre côté, la tentation permanente d'une consommation synchrone en temps réel, parce qu'on est tous habités par ce qu'on appelle la peur de manquer quelque chose, et donc on se connecte en permanence pour voir si on n'a rien raté. Ceux qui gagnent dans cette concurrence-là, c'est toujours la tentation de la consommation synchrone. Et on se dit, puisque le reste est délinéarisé, ce documentaire, cette émission, je pourrais la regarder plus tard, elle sera toujours là. Et donc je continue de faire défiler, parce que j'ai effectivement peur de rater quelque chose. Donc ça joue, et du coup, à force de consommer en ligne, on parle souvent de consommation en ligne, dans cette consommation, dans ces pratiques en ligne, il y a effectivement de la consommation en ligne, mais au sens premier. C'est-à-dire on est vraiment comme dans un supermarché, on est sur des rayonnages de contenus culturels, et on va consommer ces contenus-là, et puis très souvent, on reste coincé, parce que c'est l'intérêt, bien sûr, de ces écosystèmes marchands, on reste coincé sur le même rayon, parce qu'une fois que les gens ont compris que votre kiff, c'était plutôt les séries d'horreur ou plutôt la musique punk rock, on va toujours vous présenter davantage de séries d'horreur ou davantage de musique punk rock. Donc des linéaires, ça c'était pour mettre une photo d'étoile noire, peu importe, et derrière ces rayonnages numériques, il y a un élément qui est très fort et qui fait que le numérique, en tout cas les médias sociaux, sont très présents dans toutes les générations, mais dans certaines peut-être plus que dans d'autres, c'est la question de la narration. C'est la question des narrations qui sont mises en place dans les contenus que les gens regardent, quel que soit leur âge et leur origine sociale. Alors de manière certes un petit peu provocante, mais l'idée c'est de vous montrer que finalement, en grossissant à peine le trait, dans ces narrations numériques, ce qui domine très 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 largement dans les usages, c'est la mise en avant des récits de vie, ou des récits d'éducation, exactement comme pour des gens plus âgés, on avait grandi dans un environnement où on avait la collection des Martine à la plage, Martine au ski, Martine fait du poney, etc., ou des petits ours bruns qui fait un certain nombre de choses. Alors je vous explique. En fait, ce qui domine, c'est, ce que j'ai mis là avec des mots pour faire des phrases un peu d'universitaire, c'est l'ultra-dominance des formes narratives subjectivées comme autant d'invariants. C'est-à-dire que, oubliez cette phrase, l'idée c'est que c'est des individus qui sont au centre de tout et qui vont vous raconter leur vie et qui vont faire des expériences avec des copains, qui vont organiser des jeux avec des copains et qui s'appellent plus Martine ou Petit Ours Brun, mais qui s'appellent Amixem, Gotaga, McFly et Carlito, et tant d'autres, et qui, sur leur chaîne YouTube, j'ai juste pris les plus gros vidéastes et youtubeurs actuels, enfin, youtubeurs ou twitchers, peu importe, qui ont une trame narrative qui est vraiment très, 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 très proche des thématiques de Martine ou de Petit Ours Brun. On a ici McFly et Carlito vont à la salle, McFly et Carlito jouent au Méli-Mélo, Amixem fait du paramoteur, etc., etc., etc. Et donc tout ça se mixe et se mélange, et tout ça renvoie là aussi, je ne sais plus ce que je vais dire, tout ça renvoie finalement à des modes de narration qui sont très marqués, très facilement identifiables, et qui fonctionnent comme des espèces d'invariants, parce que depuis toutes les générations, y compris celle de nos grands-parents, on a au cœur finalement d'une éducation, on a ces récits de soi confrontés à un milieu social qu'on va découvrir, avec lequel on va jouer, dans lequel on va provoquer parfois aussi, etc., etc. Alors, je suis toujours sur la même question. Pourquoi tout ça est si compliqué ? Parce que, alors là aussi, pour remettre ça dans un contexte un petit peu historique, quand Internet et le web débarquent, au début, jusque dans les années 90, on va dire, pour faire simple, début des années 2000, pendant très longtemps, l'intérêt commercial, tout le monde s'en fiche. On n'imagine pas qu'il y a moyen de faire de l'argent avec ce truc-là. Les gouvernements laissent passer parce qu'ils ne voient pas
à quel moment ça va vraiment prendre, à quel moment ça pourrait potentiellement devenir un danger ou une nuisance. Et les ingénieurs qui fabriquent les systèmes derrière, et les plateformes, ils aiment bien faire des systèmes libres, ouverts, interopérables, dans lesquels chacun peut bidouiller et tripatouiller. Donc on est dans un environnement un petit peu utopique, à l'abri de l'armée, des gouvernements, des pouvoirs, et où il est simplement facile d'échanger de l'information. Et en quelques années, ce qui là aussi à l'échelle de l'histoire des médias classiques est un petit peu inédit, tout ça se retourne complètement, puisqu'en quelques années, en moins d'une dizaine d'années, on bascule dans exactement l'inverse, c'est-à-dire un univers essentiellement marchand, un univers essentiellement où la question de la surveillance des États est très prégnante, et puis un univers où on n'est plus que sur des systèmes fermés, propriétaires, qui ne peuvent pas coopérer entre eux. Si vous avez vos données sur Facebook et que ça fait 15 ans que vous êtes sur Facebook, essayez donc de récupérer toutes vos données, vos photos, vos statuts, votre réseau d'amis, et puis de prendre tout ça et de le mettre sur un autre réseau social. Vous ne pouvez pas. Ou en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Et puis, l'autre problème de ces médias sociaux, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer précisément ce qu'ils sont. Là, je vous ai mis une photo d'un monsieur qui s'appelle Mark Zuckerberg et qui, en 2000, donc le patron de Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, et qui, après avoir été auditionné devant un certain nombre d'assemblées suite à tous les scandales qu'a traversé et que continue de traverser Facebook, il dit, dans une conférence là à Munich, il dit en fait, traitez-nous, Facebook, comme un truc, quelque chose entre un journal, un titre de presse, et un opérateur de télécommunication. Quand on lui demande c'est quoi Facebook, il dit c'est un truc entre un journal et un opérateur télécom. Sauf que on ne sait pas ce que c'est. Et surtout quand il dit ça, on ne sait pas comment réguler Facebook, par exemple. Parce que s'il veut qu'on le traite comme un journal, à ce moment-là, il y a des règles, il y a une déontologie, il y a un certain nombre de processus éditoriaux qui doivent être rendus transparents, comme dans tous les organes de presse, il y a un contrôle de la publicité par rapport à l'audience qu'il est capable de toucher, etc., etc. Mais si c'est un opérateur télécom, alors à ce moment-là, c'est d'autres règles déontologiques, techniques, politiques, éthiques, etc., etc. Et à force de dire on est un petit peu des deux, ou on est entre les deux, finalement, c'est surtout un moyen pour lui d'esquiver et d'éviter toutes les tentatives de régulation, de contrôle, ou en tout cas d'amélioration d'un certain nombre de dérives déjà constatées. Ça va toujours ? Alors, j'ai oublié un truc, je crois. Non, c'est ça. L'autre enjeu avec le numérique, et ce qui fait que là aussi, c'est compliqué, ou qu'en tout cas c'est un sujet quand on parle d'éducation au numérique et aux médias sociaux, c'est que avec les contenus numériques, on n'a plus ce qu'on avait pendant très longtemps, c'est-à-dire on n'a plus de techniques et d'outils qui permettent de stabiliser à un moment donné les savoirs et les connaissances, et qui font qu'en permanence, aujourd'hui, dans le numérique, ou sur le numérique, on voit ressurgir des espèces de débats qu'on croyait totalement clos sur la Terre qui est plate, sur tout un tas de théories plus ou moins fumeuses, parce qu'on n'a pas de fixateur qui permet de dire, à un moment donné, ce débat-là, il est terminé, il est entériné. Dans toutes les technologies intellectuelles, dans le domaine de l'édition, quand on a commencé à éditer des livres, ça a pris quelques années, quelques dizaines d'années, mais à un moment donné, on s'est posé le même problème qu'on se posait aujourd'hui. On a dit, les savoirs, à un moment donné, il faut pouvoir les dater, il faut pouvoir acter qu'à ce moment-là, c'est ce savoir-là qui faisait autorité. Et donc, on a inventé ce qu'on appelle l'achevé d'imprimer, qui est un outil de stabilisation des savoirs et des connaissances. Et quand il y avait cet achevé d'imprimer, si vous lisiez ce bouquin-là 10, 15 ans, 20 ans après, peut-être que les connaissances avaient évolué, mais on savait à quelle époque on se référait. Les peintres, quand on va assister à des vernissages, le vernissage, historiquement, c'était le dernier moment où le peintre s'autorisait à faire des retouches sur sa toile, et à partir de là, il exposait, il déposait un vernis dessus pour que précisément la toile soit stabilisée et qu'on ne puisse plus la retoucher. Avec le numérique, vous voyez où je veux en venir, ces techniques de stabilisation, elles disparaissent totalement. Et c'est l'inverse qui est mis en avant. Alors parfois pour de bonnes raisons, il y a des choses rigolotes, mais du coup c'est très compliqué d'avoir des référents et des savoirs stables.
Et c'est pour ça que, pour là aussi prendre un exemple d'actualité, vous avez vu que peut-être que Elon Musk, le célèbre, enfin l'homme le plus riche de la planète, patron de Tesla, etc., avait annoncé qu'il était en train, qu'il venait de racheter la plateforme Twitter. Et en rachetant Twitter, un des premiers trucs qu'a dit Elon Musk, c'est moi je vais permettre de faire ce qui est interdit sur Twitter, c'est-à-dire le fait de pouvoir éditer ou corriger les tweets que vous avez publiés. Et ce qui permet, quand vous avez dit une bêtise, eh ben, soit vous effacez complètement votre tweet, ce qui reste possible, soit vous assumez la bêtise, ou vous assumez le fait que quelqu'un un jour puisse vous ressortir cette bêtise-là. Et Elon Musk, il dit, bah ça, c'est terminé, avec moi, vous allez voir, on va pouvoir éditer, corriger les tweets. Sauf que si on fait ça, eh ben, pour reprendre là aussi des débats actuels et politiques, il y a un certain nombre de déclarations d'hommes et de femmes politiques qui n'existent que sur le média Twitter, et qu'ils peuvent avoir, elle et eux, leurs communicants ou les gens qui bossent pour eux, la possibilité de venir modifier après coup en fonction des contextes politiques mouvants. Et du coup, là aussi, on perd un repère stable, et on perd en tout cas une grille d'analyse. Et puis, il y a un autre truc qu'il ne faut jamais perdre de vue, chaque fois qu'on parle d'éducation au numérique, c'est que souvent, on mobilise, on fait référence à ce qui est de l'ordre de la panique morale. Régulièrement, notamment dans certains médias et sur certaines chaînes, on ressort une espèce de vulgate en expliquant que le numérique, c'est le mal. Là, je vous ai mis quelques photos d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Lefebvre, qui a longtemps été député, qui avait fait en 2008 un discours à l'Assemblée nationale où il expliquait que le fait que le net ne soit pas régulé provoquait le viol de jeunes filles, des morts, des adolescents manipulés, des bombes qui explosent partout dans le monde, et que tout ça, alors, ça existe, hein, mais tout ça, disait-il, c'est la faute, pour l'essentiel, au web, à Internet qui n'est pas régulé. Je vous ai mis ici un vieil article qui date de 2000, du Daily Mail, où, donc 2000, hein, je rappelle, Google, c'est 1998. Dans les années 2000, c'est le début du web grand public, un petit peu partout dans le monde, et notamment en France. Et à l'époque, il y a plein de gens, parce qu'il y a toute une documentation là-dessus, qui expliquent que ça ne marchera jamais, ce truc qu'on appelle Internet et le web, parce que c'est trop cher. Parce qu'on sature, il y a une surcharge d'informations à cause du mail. À l'époque, quand on recevait 12 mails par semaine, on était en surcharge d'informations, on trouvait ça ahurissant. Et puis on explique surtout qu'on dit déjà dans les années 2000, alors qu'il y a très peu de gens sur Internet dans les années 2000, on dit, vous allez voir, c'est fini, Internet c'est mort, parce que les jeunes, on remet toujours les jeunes dans le débat public, ils vont comprendre que c'est pas la vraie vie, et donc ils vont vouloir bien sûr retourner dans la vraie vie, et tout ça va s'effacer comme une ombre. Donc il y a des paniques morales, et puis là aussi, sur la vision politique de ce qu'est le numérique, on est basculé d'un coin à l'autre du ring en quelques années dans des espaces-temps qui sont très courts. En moins de 6 ans, et sans transition, on est passé d'un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui nous expliquait que le web, Internet, les plateformes, c'était le Far West, et c'était, pour reprendre ces termes, la barbarie, parce que le contraire de la civilisation, c'est la barbarie, et il disait il faut retourner, installer, fabriquer un Internet qui soit un Internet civilisé. Donc on passe, ce qui est un fantasme, en 2011, Internet, c'était pas la barbarie, ça se passait bien, il n'y avait pas de criminalité galopante plus qu'il y en a marginalement dans la vie, etc. Donc on passe de cette vision-là, qui est une vision politique structurante, quand même, tout ce qu'a fait Sarkozy autour des politiques du numérique tenait à cette vision qu'il avait d'un Internet sauvage ou ensauvagé. Et on passe donc à un autre président, Emmanuel Macron, qui 6 ans plus tard nous dit la barbarie c'est fini, puisque maintenant c'est la Startup Nation, et que donc le projet du numérique, c'est de fonctionner effectivement à l'école, à l'université et ailleurs, comme une entreprise, comme une start-up, voilà. Et donc on est sur une société totalement digitalisée. Donc ça aussi, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on réfléchit à la manière d'éduquer au numérique, on a besoin d'un cadre politique un petit peu cohérent et stable, si on veut mettre en place des politiques éducatives qui soient cohérentes et stables. Et quand le cadre politique qu'on a derrière, qui est toujours révélateur d'une idéologie, en 6 ans, il passe de c'est le chaos et la barbarie à on est tous des jeunes entrepreneurs dans la Startup Nation, c'est compliqué derrière d'imaginer des politiques éducatives adaptées, apaisées et efficaces. 5 minutes, puis après je m'arrête. C'est parfait, c'est ça ? Nickel. Voilà. Et puis, derrière, il se passe des choses. Alors, petit jeu, facile. C'est quoi le point commun de toutes ces œuvres ?
Donc vous avez des photos qui ont gagné le prix Pulitzer, vous avez des tableaux célèbres, vous avez des statues très anciennes. Le point commun de toutes ces œuvres, c'est que vous n'en verrez aucune en ligne. En tout cas, que c'est très difficile de les publier en ligne, puisque on a ici un communiqué qui date du 7 février 2022, vous voyez, ça ne date pas d'il y a très longtemps, de l'Académie des Beaux-Arts, qui dit, nous, notre boulot d'entretenir et de faire valoir la culture et un certain nombre de collections muséales, il est extrêmement compliqué, puisqu'aujourd'hui, sur les médias sociaux les plus utilisés, on ne peut plus poster la photo de l'origine du monde, on ne peut plus poster la photo de la Vénus de Willendorf parce qu'il y a de la nudité. On ne peut plus poster la photo de la petite Kim qui fuit les bombardements en napalm, ce qui est pourtant une photo qui a gagné le prix Pulitzer, parce que cette photo-là, pour un média social, elle a un double bannissement, c'est-à-dire c'est à la fois de la nudité, donc ça c'est interdit, et en plus c'est de la nudité infantile. C'est classé comme pédopornographie directement. Que ça ait gagné le prix Pulitzer, l'algorithme de Facebook ou d'Instagram, il n'en tient pas compte. Donc tout ça, c'est un vrai problème parce que petit à petit, derrière, ça fabrique de la norme. J'ai commencé en vous disant, il faut regarder le nombre d'élèves par classe. Facebook, c'est 2,9 milliards d'utilisateurs. Quand Facebook décide que tout ça, on ne pourra plus le voir, ben on prend des habitudes. Et du coup, on ne voit plus, effectivement, des représentations de femmes ou d'hommes nus dans certains contextes. Certaines photos disparaissent de l'espace public et médiatique, et du coup, quand elles y réapparaissent, eh ben, on se surprend parfois à être choqué, ou en tout cas étonné, de quelque chose qui devrait être tout à fait banal et naturel. Voilà. Alors, je vous ai mis une citation d'une dame, Louise Merzeau, qui dit, en fait, le numérique, c'est un milieu. Donc, éduquer au numérique. Alors, un milieu, c'est quoi ? C'est comme un milieu aquatique, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de procédés que j'ai essayé d'illustrer avec ces deux photos-là. Quand vous regardez effectivement quelque chose au travers d'un milieu, vous pouvez en avoir une vue qui n'est jamais la vue exacte. Les choses apparaissent un peu déformées, la couleur change, la perception change, et surtout la manière de se mouvoir dans ce milieu, au sens premier, on ne se meut pas dans l'eau comme on se meut dans l'air. C'est compliqué, parfois c'est plus rapide, parfois c'est plus fluide, parfois ça l'est moins. Et donc, le meilleur moyen d'éduquer au numérique, c'est évidemment d'aller regarder comment ça fonctionne quand on est dedans. Et puis, je vous ai mis, sur la base du principe d'Archimède que vous connaissez, tout corps plongé, hop, il remonte vers le haut, finalement, tout individu qu'on va plonger dans le numérique, il va être soumis à une forme de pression intellectuelle, mais aussi une pression sociale, au regard de ses pairs, au regard de ses amis, au regard de sa famille, qui est égale à la manière dont ses affects, ses réactions, ses colères, ses indignations sont capables d'être collectés, mesurés par tous ces sites-là et mobilisés pour lui proposer des contenus qui vont alimenter ses colères ou alimenter ses contraire de la colère, c'est quoi ? Je ne sais pas. Alimenter l'inverse de ses colères. Voilà, et donc, la dernière diapo, c'est la vraie question, finalement, c'est pas tellement... Enfin, on peut s'interroger, c'est ce que j'ai essayé de faire sur comment on fait pour éduquer ou fabriquer une éducation numérique, mais la vraie question, c'est... L'enjeu politique, aujourd'hui, c'est de voir comment la société, dans son ensemble, est capable d'éduquer ces entreprises, ces médias sociaux, dans une logique qui est de les contraindre à faire certaines choses. Pour ça, on a besoin de lois. Dans une logique qui est également de les pacifier, parce qu'il y a beaucoup, et c'est pas, là pour le coup, c'est pas une vue médiatique, il y a beaucoup d'indignation surjouée, mais parce que, encore une fois, quand vous ne voyez pas les gens à qui vous parlez, vous pouvez faire l'expérience c'est une expérience sociale qui est très facile à produire, et vous avez tendance à parler plus fort. Parce que vous ne savez pas qui est là, vous ne savez pas si les gens sont loin ou près, et donc par défaut, vous allez essayer de crier beaucoup plus fort, de gesticuler beaucoup plus fort, de vous agiter en tous sens. Et donc, il faut arriver à pacifier les relations qui se déploient dans ces espaces sociaux et médiatiques. Et puis surtout, il faut éclairer la manière dont ces trucs-là fonctionnent. Parce que factuellement et basiquement, on ne sait pas comment ces trucs fonctionnent, pourquoi ils nous proposent tel type de contenu. Alors, on le sait un petit peu, mais si on le sait, c'est pas parce qu'ils nous l'expliquent, ou c'est pas parce que des chercheurs, des journalistes et des citoyens peuvent l'analyser, c'est parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui, à un moment donné, font fuiter des documents et on découvre, alors on s'en doutait,
Mais on découvre que, par exemple, les petits boutons que vous avez sur Facebook pour dire je like, ou je mets un petit cœur, ou je mets un petit bonhomme en colère, etc., factuellement, c'est des métriques de points. Donc, si vous mettez un like sur un contenu, c'est +1 pour ce contenu. Mais si vous mettez un petit bonhomme en colère, ou un petit cœur, ou un petit hug, là, c'est +5 points. Alors, quand on sait ça, si on le sait, on peut ensuite, en conscience, décider de mettre plutôt un petit like ou plutôt autre chose. Voilà, quelques enjeux. Je m'arrête parce qu'il est temps, puis j'ai fini. Merci de votre attention, puis on passe aux questions. Surtout.